Après avoir initié un boycott des élections législatives du 29 décembre dernier, Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, fait une sortie dans laquelle il appelle à une nouvelle transition sur le territoire tchadien. Pourquoi ces propos alors même que l'élection présidentielle déroulée en mai dernier ne l'avait pas donné en vainqueur? Celui-ci revient sur la scène politique et jette le pavé à la mare, estimant qu'une nouvelle transition devrait être possible sur le territoire tchadien afin d'organiser un dialogue qui permettrait à chaque parti politique d'avoir la justice. Où va réellement le président des transformateurs, Succès Masra, et pour quelles raisons faudrait-il une nouvelle transition réellement sur le territoire tchadien? On en parlera dans cette émission. En deuxième partie, nous parlons du président algérien qui a donné son allocution de fin d'année. Abdelmadjid Tebboune a réitéré sa demande d'indemnisation morale pour les crimes coloniaux commis par la France en Algérie. Cette demande fait partie d'une série de revendications de la part de l'Algérie pour que la France reconnaisse et assume ses responsabilités dans les atrocités commises durant la période coloniale. Le président Tebboune a souligné l'importance de cette reconnaissance pour la réconciliation et la coopération entre les deux pays. La question reste un sujet sensible et controversé. La France peut-elle réellement faire preuve d'indemnisation morale après les crimes commis durant la période coloniale? Que cherche réellement Abdelmadjid Tebboune et où vont les relations entre Paris et Alger? On en parlera dans ce programme matinal informatif. Merci d'être avec nous. Bien le bonjour à tous. Vous êtes nombreux à nous regarder, à nous suivre sur nos différents médias, For You Media Africa également sur nos plateformes internet. Je vous souhaite la bienvenue à cette dernière production de l'année 2024. Merci d'être avec nous. Je dis également merci à nos panélistes sur le plateau. Je démarrerai avec Madame Linda Labaroui. Honneur aux dames ce matin. Bonjour Madame Labaroui, habituée de nos plateaux télévision et de nos studios radio. Merci d'être là. Bonjour à vous, bonjour à toute votre équipe qui prend le soin quand même d'essayer d'apporter un plus à l'Afrique et puis de libérer cette Afrique tant aimée. Bonjour à tous nos téléspectateurs et puis je souhaite un bon réveillon à tout le monde, à vous, à tous nos téléspectateurs. Et puis je dis bonjour aussi à vos invités. Certainement, je ne serai pas toute seule et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. Effectivement, vous n'êtes pas toute seule sur ce plateau. Dr Yam Timba est avec nous, habitué également de nos plateaux et studios radio sur For You Media Africa. Il est d'ailleurs le consultant permanent de ce programme. Merci d'être là. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Begoudé, bonjour Madame Labaroui, bonjour à ceux qui nous font l'honneur de nous écouter et de nous regarder ce matin. Et on démarre donc avec l'actualité au Tchad. Vous l'aurez compris. Permettez-moi, Dr Yam Timba, de commencer avec Linda Labaroui sur cette question. Le Tchad semble traverser à nouveau une période assez complexe sur le plan politique dans son pays. Eh bien, on se rend compte de la nouvelle sortie du président Masra, des Transformateurs, un parti politique d'opposition qui avait initié un boycott des élections législatives et ce depuis le mois de juillet dernier. L'appel avait été lancé. Plusieurs partis politiques ont répondu à cet appel, estimant que les conditions n'étaient pas assez réunies afin que le Tchad ait des élections libres et justes. Aujourd'hui, celui-ci appelle à une nouvelle transition dans son pays, une transition qui pourrait changer les acteurs politiques et, selon lui, donner place
à une nouvelle politique selon le peuple. Est-ce à dire aujourd'hui que le président Mahamat Idriss Déby Itno, selon le président des transformateurs, n'a pas la légitimité à la tête de son pays, alors même que l'on a constaté sa victoire lors de l'élection du 6 mai dernier et que cette élection législative était considérée comme un cachet qui viendrait en tout cas attester de la légitimité que le peuple lui a accordée. Écoutez, le Tchad joue un rôle très important dans la déstabilisation de l'Afrique. Ça a été dit par beaucoup de panafricanistes. C'est à partir du Tchad que les Émirats arabes arrivent à alimenter toute la région en armes comment on appelle ça, de mercenaires également. Il faut faire très très attention parce que là, il y a des choses qui se confirment. Ce qui vient de se passer en Syrie, Al-Golani, là, ils essayent de le mettre en costume et puis de lui raser sa barbe, de la tailler et tout. Ils essayent, je parle des Américains et des Israéliens qui l'ont mis en place. Il a déjà transféré via les Émirats arabes plus de 10 000 Daesh. Quand ils ont ouvert les prisons, ils ont libéré à peu près 50 000 Daesh qu'il y avait dans les prisons syriennes. Donc, nous avons, par les Émirats arabes, nous avons déjà plus de 10 000 Daeshis qui sont en Libye. Donc, le Tchad n'est pas loin. Le Tchad peut continuer à jouer un rôle de déstabilisateur. Et puis, ces grandes puissances, ça ne les intéresse pas qu'il y ait quelqu'un d'autre à la place de Mohamed Idriss Déby. Il a été mis, pas par la France, et j'ai toujours insisté là-dessus, c'est quelqu'un qui a vécu aux États-Unis, qui a la nationalité américaine et qui a été élevé par la CIA. Bien sûr qu'il y a la France aussi derrière, mais la France, elle est derrière les États-Unis. Ils sont ensemble dans l'histoire de l'Afrique et le malheur de l'Afrique. Les Occidentaux, ils sont tous complices. À partir de la décolonisation, de cette fausse décolonisation, c'est-à-dire on décolonise les territoires, mais il faut que les peuples restent soumis. Nous y sommes encore. Maintenant, ce qui est en train de se passer au Tchad, c'est un bras de fer entre deux personnes qui essayent de récupérer le pouvoir, parce que Mohamed Idriss Déby, réellement, sa présence en tant que président, elle est illégitime. Et regardez bien les deux poids et deux mesures. Combien de fois on a attaqué les pays de la AES pour aller vers un vote? C'est la junte militaire, ils sont là, Monsieur Tiani, Monsieur Traoré, Monsieur Assimi Goïta, ils sont pas légitimes. Mais concernant Mohamed Idriss Déby, personne n'en parle. Il est là légitimement parce que les Occidentaux ont décidé qu'il reste là légitimement. Qu'il y ait un boycott de la part de la population, c'est pas plus mal, parce que là, les Tchadiens, ils sont en guerre depuis combien de temps, les Janjaouis, tout ce qui s'est passé au Tchad. Souvent, on l'oublie. Le Tchad, c'est le pays qui fournit le plus de mercenaires. Donc, c'est de la chair à canon africaine qui est en train d'être utilisée. Ils ont été utilisés même dans la guerre en Ukraine. Ils ont été utilisés dans la guerre contre les Yéménites, contre les Houthis, par les Émirats arabes et par l'Arabie saoudite et l'Égypte. Donc, ça reste un territoire très riche qui peut fournir les Occidentaux, non seulement en matière première, mais en matière aussi de mercenaires, parce qu'eux-mêmes, ils vont pas envoyer leurs enfants pour mourir, hein. Donc, ils vont venir en Afrique, ils profitent de la richesse africaine, et la plus grande richesse, c'est nos enfants. C'est les enfants qui sont en train de mourir à droite et à gauche. Donc, le boycott, je pense que les Tchadiens, parce qu'ils sont quand même émancipés, et puis il y a le Soudan à côté, ils sont en train de voir ce qui se passe au Soudan. On a enterré même des gens vivants. Donc, c'est le peuple tchadien là qui boycotte. Qui est un appel ou pas, c'est le peuple tchadien. Et là, ça commence à devenir un petit peu dangereux pour les Occidentaux. Ça ne les intéresse pas que le Tchad leur échappe. Il y a déjà le Mali, le Burkina et le Niger
Le Sénégal est en train de suivre la même route. Le Tchad, quand Mohamed Idriss Déby a voulu, il veut fermer soi-disant les bases françaises, mais ça ne sert à rien de les fermer s'il les remplace par les Américains et par les Israéliens. C'est encore plus dangereux. Donc, un boycott, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que cet homme-là peut nous apporter? C'est l'avenir qui nous le dira. Parce que, est-ce qu'il va suivre le chemin de la AES? Est-ce qu'il va suivre le chemin aussi de ce que veut faire le Sénégal? Et ça aussi, on verra. On ne peut pas être devin. On n'a pas, moi, personnellement, je n'ai pas assez d'éléments. Et donc, je ne peux pas me projeter dans l'avenir. Toujours est-il qu'une transition, dans le cas du Tchad, il faut que ça soit bien étudié. Une transition, si elle est approuvée par le peuple, ça peut être une très très bonne chose. Si la transition n'est pas suivie par le peuple, ça peut être mauvais. La transition, on a bien vu dans les pays de la AES, si on veut comparer, eh ben c'est le peuple qui a demandé cette transition et c'est le peuple qui approuve. Donc, les pays de la AES, ils peuvent réussir leur coup. Maintenant, au Tchad, ce Tchad qui a tant fait parler les gens depuis Idriss Déby et depuis même, je dirais, la guerre entre... ça a commencé comme ça, la déstabilisation. Kadhafi qui avait attaqué le Tchad. Depuis cette époque-là, le Tchad reste mais vraiment un endroit très sensible, un endroit qui peut déstabiliser aussi les pays de la AES. C'est là où il faut faire attention. Il y a le Niger qui est là. Et le Niger, c'est la plaque tournante de toutes les tribus. Et le Niger, si jamais il y a une guerre civile qui éclate au Tchad, le Niger ne pourra pas supporter par son économie, par aussi la fragilité de ses frontières, par tous les trafics qui se passent dans le sud de la Libye. La Libye n'est pas encore stable. La Libye, c'est en transition. Donc nous avons un tas de pays qui sont déjà en transition, mais la transition ne peut réussir que si le peuple l'approuve et que si le peuple est avec cet homme-là. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci. Merci à vous, Madame Labaroui. Docteur Yamtimba, le Tchad est considéré comme un pays aux grands enjeux dans le Sahel, mais aussi en Afrique centrale. Avant de parler de ces enjeux, forcément pour les pays voisins, parlons déjà de l'actualité qui met directement en évidence les propos du président des Transformateurs, le parti politique d'opposition, qui avait décidé d'initier un boycott suivi par quelques partis politiques également se disant d'opposition au Tchad. Le pays a traversé une situation politique assez complexe. Docteur Yamtimba, on se souvient bien des morts qui avaient été enregistrés en 2022. En 2023, la transition s'est poursuivie. En 2024, le président Mahamat Idriss Déby Itno a été élu à la tête du pays. Une transition aujourd'hui, sachant quel est le passage entre deux périodes ou encore entre deux dirigeants et parfois entre deux systèmes différents. Faut-il encore mettre sur la table politique au Tchad la question de la transition? N'a-t-on pas traversé déjà cette époque? Je pense surtout qu'on a affaire à un parti politique et à des dirigeants politiques totalement incapables de proposer quoi que ce soit de consistant. Et le drame de l'Afrique, c'est que nous avons énormément de gens qui occupent l'espace public et qui sont aussi vides que le vent qu'ils brassent au quotidien. Il faut arrêter ce genre de choses. Une nouvelle transition pour faire quoi? Citez-moi un seul des grands leaders, les vrais grands leaders qui ont transformé les peuples et qui ont appelé au boycott des élections. Oumiobe a appelé au boycott des élections, Lumumba a appelé au boycott des élections, Nasser a appelé au boycott des élections, Tombalbaye, là-bas, a appelé un jour au boycott des élections, Boganda a appelé au boycott des élections, Fulbert Youlou a-t-il appelé au boycott des élections, Augustinho Neto a-t-il appelé au boycott des élections un jour? Il faut que les gens arrêtent un peu de jouer aux gamins quand il s'agit de la vie des gens. Et après, ils viennent vous dire, ouais, il faut une nouvelle transition. Un président vient d'être élu.
Et vous appelez à une transition. Une transition, ça veut dire que soit vous ne comprenez même pas ce qu'on appelle transition politique, soit vous êtes un petit, un type qui, malheureusement, ne comprend pas du tout quels sont les enjeux de son propre pays, ni les encore pire, les enjeux de l'Afrique centrale et de l'Afrique tout entière, et vous êtes là à jouer une carte personnelle qui n'a rien à voir. Déjà que le Tchad, c'est un gros problème parce que on ne sait pas très bien sur quel pied danser avec non seulement le dirigeant actuel, mais pire encore avec ce genre de leader dit d'opposition. Il s'oppose même à quoi au fond? Il s'oppose à l'individu Déby ou il s'oppose au système qui pille le Tchad? Parce que c'est souvent ça les questions simples qu'il faut leur poser. Vous vous opposez à quoi? Parce que s'il s'oppose au système qui pille le Tchad, mais il ne peut pas appeler au boycott des élections. Puisqu'il faut que les Tchadiens prennent le contrôle politique de leur pays. Mais alors, si vous voulez que les Tchadiens, prennent le contrôle politique de leur pays, vous leur demandez, de ne pas aller prendre en main les instruments qu'une élection leur permet de saisir, ça veut dire que vous demandez aux Tchadiens de laisser simplement que leur pays soit exploité par ceux qui sont là ou par ceux qui continuent à piller le Tchad. Et puis, deuxième chose, vous dites que vous avez été Premier ministre, vous dites que les élections sont frauduleuses, il y a eu telle chose. Mais vous avez été le Premier ministre qui a organisé ces élections, ou sous lequel ces élections étaient organisées. Alors ça veut dire que vous avez été un Premier ministre transparent, qui n'avait aucune influence, qui n'a rien mis en place pour éviter cette fraude-là, qui n'a pas pensé qu'il fallait anticiper pour qu'il n'y ait pas de fraude. Un Premier ministre qui n'avait aucun pouvoir. Vous avez donc accepté d'être Premier ministre, pourquoi? C'était pour plaire à qui? C'était quelle est la dette que vous étiez en train de payer? Mais enfin, je veux dire qu'on a beaucoup de gens qui jouent en Afrique. Ils jouent avec la vie des gens. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens en Djamena qui se lèvent le matin, ils ne savent pas quand ils vont manger. Des gens... Moi, je ne sais même pas si ces gars-là se promènent souvent dans leur pays. Hein. C'est-à-dire que vous arrivez à Moundou, vous avez des familles qui se lèvent le matin, on ne sait pas ce qu'on va manger. On ne sait pas. Il y a le pétrole qu'on pompe à 2 pas, mais on ne sait pas ce qu'on va manger. Donc, vous avez des gens comme ça qui bavardent, il faut les transitions, il faut ceci. En fait, ils n'ont rien à proposer de concret. Supposez, je dis toujours, il y a une petite proposition que je fais toujours dans mon livre, que j'ai faite dans mon livre Porte Bokibon, le dernier. On peut le trouver sur Amazon. Vous êtes au Tchad, vous avez des gens qui pompent le pétrole au Tchad. Ce que je propose, le pétrole, on ne le pompe pas dans l'air, on le pompe sur un terrain. Mais ce terrain appartient à des gens. Historiquement, c'est le terrain d'une famille, d'un clan, d'une tribu, etc. Et imaginez que dans le cadre de la décolonisation de l'Afrique, parce que qu'est-ce que la colonisation a pris de quoi la colonisation a pris possession en premier? Mais d'abord de nos terres, parce que c'est là où se trouvaient les ressources naturelles que cherchaient les Européens réunis à Berlin en 1884. Donc si vous décidez que votre pays est indépendant, la première des choses, c'est de restituer les terres à ceux qui les avaient avant la colonisation. Je crois que c'est l'acte le plus juste, l'acte le plus républicain, l'acte le plus patriotique, nationaliste qui soit. À partir de là, les gens qui sont là où on pompe le pétrole au Tchad auraient 20% de TOTCO, de toutes les entreprises qui exploitent le pétrole au Tchad. Mais ces gens seraient sortis de la misère. Ce que je veux dire par là, en ramenant ce genre de choses, ce niveau de réflexion, c'est quoi? C'est que vous avez des gens qui écument nos pays. Ils disent qu'ils sont des opposants, ils disent qu'ils sont des hommes politiques. Aucune proposition concrète pour restituer au peuple les moyens de se développer, les moyens de sortir de la pauvreté. Ils bavardent. Ouais, il faut la transition, le code électoral est monté, descendu, il y a eu les fraudes, il y a eu machin. Mao Tse-Tung à ces mis-là a dit que Chiang Kai-shek faisait la fraude, que Chiang Kai-shek avait contrôlé l'État, etc. Et qu'il avait corrompu tout le monde et qu'il avait contrôlé les élections. Il a libéré la Chine. Et voilà la Chine là où elle est. Ho Chi Minh, est-ce qu'il est resté là, dit que ouais, il y a eu telle chose, machin. Il a libéré le Vietnam. Ben Bella en Algérie, est-ce qu'il est resté là, pleurer du matin au soir que ouais, les Français font ci. Il a libéré ces gens. Oumiobe n'est pas resté là à pleurer, il a lancé la révolution camerounaise. Les Lumumba, c'est ce qu'ils ont fait, les Kwame Nkrumah, etc. Vraiment, cette génération, cette nouvelle génération dite d'hommes politiques africains, elle sidère tout le monde. Elle fatigue, elle ne produit rien, elle bavarde et elle est incapable de comprendre les enjeux
auxquels nos pays sont confrontés. Donc vraiment, ces gens-là qui fatiguent au Tchad, vous savez, je ne suis pas d'accord avec la façon dont le président actuel est arrivé au pouvoir, mais après, il a fait légitimer sa présence au pouvoir par une élection. Si vous n'êtes pas capable de gérer les contradictions auxquelles votre pays fait face, ça veut dire que vous n'avez pas la capacité de diriger ce pays-là. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les gens qui sont au pouvoir ou qui contrôlent les leviers de pouvoir, ou les gens qui pillent votre pays, alors du jour au lendemain, ils vont quitter, ils vont aller s'asseoir, ils vont vous laisser le pays et le pouvoir? Mais non! Tous les exemples que j'ai cités là, mais ça a été des bagarres dures, violentes, pour arriver à arracher le contrôle politique de leur pays et de le prendre entre leurs mains. Alors, mais vous avez des espèces de je ne sais pas trop comment les qualifier, qui arrivent et qui ont l'impression que comme ils ont toujours tout eu facilement, alors du jour au lendemain, on va leur faire un pont d'or, on va leur mettre le tapis rouge et ils vont venir s'asseoir et puis c'est très bien. Là, ils vont commencer à dire, ouais, vraiment, maintenant on dirige le pays. Sincèrement, il ne faut pas nous fatiguer le matin. Hein. C'est la fin de l'année. Si les gens n'ont rien à faire, si les gens ne comprennent pas dans quel monde on vit, si les gens sont là, ils ont l'impression que vraiment tout est beau, tout est bien, le soleil se lève toujours dans leur chambre et il y a toujours plein de tomates à leur fenêtre, plein de fleurs, tant mieux pour eux. Nous vivons dans une Afrique où il n'y a pas ça. Et nous savons qu'il faut qu'on se batte jusqu'à l'os pour arracher ce que nous devons arracher. Donc un type qui se lève, qui ne va pas aux élections, c'est un vendu, un traître. Parce qu'il n'y a pas il n'y a que deux façons possibles de prendre le contrôle politique du continent par la force. Lui, là, au Tchad, il ne peut pas. Il n'a aucun moyen de prendre le pouvoir par la force. Donc, il avait au moins les élections par lesquelles il pouvait passer. Là où il peut venir au moins utiliser des talents qu'il aurait, par exemple, une certaine capacité à théoriser les problèmes du Tchad, à formuler des solutions concrètes qui vont convaincre le peuple, il ne le fait pas. Bon, alors, est-ce que cet appel à ne pas participer aux élections, au boycott des élections, est-ce que c'était une stratégie des gens qu'il servirait, d'intérêts cachés auxquels il est lié? Est-ce que finalement, la stratégie de ces intérêts auxquels il serait lié, je ne dis pas qu'il est lié à des intérêts, je dis il est possible. Oui. Parce qu'il est possible qu'il y ait des intérêts compte tenu de la situation des enjeux en Afrique, il y a beaucoup de politiciens africains qui sont liés à certains types d'intérêts qui vont les conseiller de ne pas participer aux élections. On a vu des choses comme ça au Cameroun. Ne participez pas à telle élection, ne participez pas à telle autre élection. Et qui, en réalité, utilisent ça pour juste animer la galerie et ne jamais s'attaquer aux problèmes de fond, pour ne jamais vraiment restituer au peuple sa capacité à avoir le contrôle politique de son pays. Donc les gens vont vous dire, non, vraiment, on boycotte les élections parce qu'il va y avoir de la fraude. Mais monsieur, les gens qui organisent la fraude, ce n'est pas des êtres humains, ce n'est pas des hommes. Vous êtes quoi? Vous n'êtes pas un homme. Mais organisez-vous, battez-vous. Arrachez votre pays aux mains de ceux qui le pillent, si vous estimez que c'est les gens qui pillent votre pays. Mais si ce n'est pas le cas, taisez-vous et laissez vraiment les gens faire ce qu'ils ont à faire. Merci docteur Yam Timba pour ces premiers jets. Linda Labaroui pour situer peut-être le débat et restituer le contexte. L'élection présidentielle avait donné en vainqueur bien sûr le président Mahamat Idriss Déby Itno. À cette époque, le Succès Masra était Premier ministre mais candidat à l'élection présidentielle. Eh bien, Succès Masra était accusé, peut-être comme le rappelait tout à l'heure au conditionnel, c'est vrai, docteur Yam Timba, de servir d'autres intérêts. Chacun tirait la couverture de son côté, ça c'est clair, mais aujourd'hui, il a été authentifié que le président Mahamat Idriss Déby Itno a remporté l'élection sur son territoire. Celui-ci tente de récupérer cette légitimation au milieu du peuple tchadien, mais l'opposant Succès Masra estime encore aujourd'hui qu'il faudrait installer une nouvelle transition, alors même que le pays sort d'une transition, qui avait été entachée par le sang. On s'en rappelle bien, en 2022, après les manifestations organisées justement par le parti Les Transformateurs. Alors, Linda Labaroui, au vu de ces petits détails apportés, sans oublier que le Tchad est un pays aux grands enjeux, ça c'est vrai, faut-il, sur le plan politique, se donner encore
encore à ce genre de bataille alors que le président Mahamat Idriss Déby Itno semble prendre de grandes décisions comme se séparer des bases militaires françaises, par exemple, sur son territoire, même si aucune annonce n'a encore été faite en ce qui concerne un quelconque remplacement? Ce que j'ai déjà dit, c'est que ça sert à rien de se débarrasser du choléra pour ramener la peste. Donc, s'ils se débarrassent des bases françaises, ça sert à rien qu'ils nous ramènent le Pentagone. Il y a un bureau, c'est le seul pays où il y a un bureau du Pentagone. Et ce bureau-là, il travaille, il fait des études, il fait des recherches, il fait de l'espionnage. C'est pas un bureau qui est là pour rien. C'est pas une base militaire, ça. Ça, c'est un bureau d'études réelles pour évaluer la situation au niveau du Sahel, et tout le combat est dans le Sahel. Les attaques contre le Mali, c'est un pays du Sahel. Le Niger, c'est un pays du Sahel. Le Burkina, c'est un pays du Sahel. Même le Sahara occidental, l'occupation du Sahara occidental, la France est revenue parce qu'elle a perdu de son hégémonie en Afrique. Eh ben, elle récupère le pouvoir qu'elle a au Maroc, puisque c'est une interdépendance jusqu'en 2056. Il y a les accords d'Aix-les-Bains. On peut aller sur Internet, on lit ce qu'il y a sur ces accords, mais c'est très grave. Donc, c'est tout ce qui est politique extérieure au Maroc, c'est la France qui gère. Donc, la France est revenue par là et elle essaie de se réinstaller. Je remercie M. Yantiba et je le salue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur le même plateau. Il m'a ouvert une porte. Parfois, je suis tellement attaquée quand je dis certaines vérités. Je lis les commentaires, tout ça. Parfois, je m'abstiens de dire toute la vérité parce qu'on n'est pas encore les Africains. Nous ne sommes pas encore au stade de comprendre des enjeux, puisque il y a l'information qui manque à l'Afrique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas chercher l'information et qui ne savent pas lire aussi une information. Donc, qu'est-ce qui se passe au Tchad? Il y a les grandes puissances qui se battent au Tchad. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a aussi la Russie qui est là. Idriss Déby, avant de mourir, il a signé des contrats avec le Tchad, des contrats sécuritaires. Donc, il y a toutes ces puissances qui sont en train de se battre. Et comme tous les territoires africains, eh ben, c'est toute l'Afrique qui est actuellement un territoire de discorde de toutes ces grandes puissances. Chacun veut marquer son territoire et chacun veut avoir plus de territoire. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Une chose que je dis aussi depuis très longtemps, en Afrique, on n'a pas des partis politiques. Tous les partis ont été créés et puis ont été ou bien manipulés par l'occidental. Même en Algérie, on a eu ça. Quand il y a eu le Hirak en 2019, nous avons nettoyé. Et le peuple algérien, il est encore dehors pour continuer à nettoyer. Il y a 36 généraux qui sont en prison. Il y a 4 gouvernements qui sont en prison. Mais ça, c'est par la volonté justement du peuple algérien. Le Malien a suivi, le Burkinabé, le Nigérien. Il faudrait qu'il y ait la même chose au Tchad. Sinon, il y aura toujours cette manipulation des pays occidentaux au niveau du territoire tchadien. Nous avons des concurrents, nous n'avons pas, il n'y a pas de parti, il y a un vide politique. Et ce vide politique, c'est même, on le retrouve même en Europe maintenant. Les États-Unis qui manipulent tout le monde, les États-Unis qui ont mis tout le monde au pas. On ne parle plus de la France ou de l'Allemagne, on parle de l'Union européenne. Et en Afrique, ils essayent de faire la même chose. Les partis politiques que nous avons, c'est une création. Et les gens qui sont là et qui gèrent, s'il n'y a pas la bénédiction dans certains pays, parce que ce que je viens de dire, l'AES, ils ont fait le nettoyage, par exemple. Donc, s'il n'y a pas une volonté du peuple pour débarrasser tous ces endocolons et tous ces gens-là qui sont des concurrents, ils sont des rivaux, ils ne sont pas concurrents. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est des rivaux. On va vous prendre une personne, on va créer un parti politique et on va vous prendre 100 rivales et puis on va les laisser se battre et le peuple est au milieu, il ne sait pas à quoi s'en tenir, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et surtout, il ne faut pas qu'il sache ce qu'il se passe. Ils ont essayé de faire ça
avec Ouattara. Et Gbagbo n'a pas marché, donc il a fallu envoyer un régiment pour l'enlever de là et puis donner le pouvoir à celui qui n'a pas été élu. Vous savez, je vais rechercher le document et je l'avais envoyé à votre chaîne, où c'est carrément le Mossad qui reconnaît, il y a à peu près 3 mois, il reconnaît avoir manipulé plus de 30 votes. Et il a réussi sur 30 votes, il a réussi 28 fois. C'est énorme. C'est énorme. Donc même quand il n'y a pas un trafic, il y a une manipulation derrière. On manipule les esprits. Et les esprits, pour que l'Afrique s'éveille, il faut les écoles, il faut que les gens étudient, il faut que les gens apprennent aussi à s'impliquer dans la vie, la vie quotidienne et comprendre les enjeux. Malheureusement, le Tchad, quand on voit dans quel état est le Tchad, et ben la population tchadienne, elle n'est pas au niveau de la population malienne pour le moment. Il y a un écart extraordinaire. Les Maliens ont réagi tout de suite. Pourquoi ? Il y a une étude qui a été faite même aux États-Unis. Et ben, au Mali, depuis une vingtaine d'années, et ben, au niveau de la scolarité, on a dépassé les 38%. C'était pas le cas il y a 30 ans. Et tout ça joue un rôle. Au Tchad, les enfants à l'âge de 13-14 ans, ils deviennent mercenaires. Donc, les enjeux sont là pour éviter que ces enfants, justement, continuent à devenir des mercenaires. Donc, ils n'ont pas accès à l'école, ils n'ont accès à rien. Tout ce qu'on leur apprend, c'est une arme dans la main et à les servir ces grandes puissances et s'embarquer dans des guerres qui ne les concernent pas. Donc le Tchad est un enjeu, bien évidemment. Si vous prenez toute la ceinture sahélienne, du Tchad jusqu'au Mauritanie, Sahara occidental, c'est cette partie qui intéresse les Occidentaux. C'est à partir de là qu'on a divisé l'Afrique en deux. C'est à partir de là qu'on a créé toute une discorde, qu'on a ramené des terroristes soi-disant djihadistes. Je ne vois pas comment on peut aller convaincre un musulman de devenir musulman. Donc c'est à partir de là qu'on a tout gangréné. Et encore une fois, la base arrière des Occidentaux, il y a cette caserne, il y a même un aérodrome qui a été loué il y a à peu près une année aux Émirats arabes et qui a alimenté tout le Soudan. Toutes les armes que nous voyons au Soudan et les mercenaires, ils sont passés par là. Le Tchad a été accusé de déstabilisation. Le Tchad a été accusé aussi de fournir des armes. Et ça, les dossiers, ils sont aux Nations Unies. Donc, l'un dans l'autre, si Mohamed Idriss Déby ne convient plus, on va mettre quelqu'un d'autre à la place. Et tant que la population tchadienne il ne se réveille pas et ne va pas justement au véritable problème et casser tous ces partis politiques qui ont été créés par l'occidental et qui sont alimentés aussi par les Soros et compagnie, tous ces mouvements qu'il y a en Afrique, tout ça c'est la même arme. Les djihadistes, soi-disant, là, les terroristes, c'est la même arme. On utilise une méthode, si ça ne marche pas, on utilise une autre méthode. Mais comme tout est déstabilisé et la mer Rouge n'est pas loin du Tchad, donc il ne faut pas créer une guerre civile au Tchad, il faut calmer le jeu. Il y a déjà une guerre qui est au Soudan, il y a une guerre qui est en Somalie, et donc il faut calmer le jeu. Hier, je vous ai envoyé la résolution justement somalienne des Nations Unies concernant la Somalie, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a des drones qui bombardent la Somalie, c'est la mer Rouge. Tout ça, c'est le même dossier. Les Houthis, c'est le même dossier. La domination américaine, c'est la mer Rouge et la mer Méditerranée. Si on la coupe de là, c'est terminé. De l'Atlantique à l'Indo-Pacifique, c'est terminé avec l'hégémonie américaine. Et les Américains, ils utilisent bien évidemment les Israéliens, puisque c'est une caserne, Israël. Et c'est à partir de là qu'il y a toute cette domination. Qui fournit la chair humaine, c'est le Tchad. Merci.
Merci à vous également, Madame Labarui. Docteur Yam Timba, avant d'aller au standard, nous prenons également votre deuxième prise de parole sur ce sujet. Selon vous, les opposants au Tchad, et particulièrement celui qui est mis en lumière par sa communication concernant la demande d'une nouvelle transition, devrait-il se concentrer sur les nouveaux enjeux au Tchad, les nouveaux enjeux importants qui sont les coopérations avec les pays étrangers comme la France, la Russie ou encore la Turquie et autres, se concentrer sur l'avancement sur le plan militaire, c'est-à-dire ce à quoi appelle la sphère panafricaniste aujourd'hui, l'union en tout cas des militaires de l'AES avec les autres pays comme le Tchad ou encore le Sénégal pour protéger dignement les frontières africaines et l'intérieur des pays, que de se prêter à ce jeu pour créer le trouble encore sur le territoire tchadien alors que la période actuelle demande d'autres sacrifices? Ça demande surtout de la part de ceux qu'on appelle les leaders politiques, les opposants aujourd'hui. Ça demande beaucoup plus du sérieux, de la rigueur. Ça demande de l'empathie pour leur peuple. La chose la plus intéressante qui a été faite en Afrique et qui détruit l'Afrique, l'une des choses les plus intéressantes pour les scientifiques, pour les chercheurs, mais qui est terrible, c'est l'une des choses les plus dangereuses, c'est de créer une déconnexion entre les leaders et le peuple. L'impression que tout le monde a aujourd'hui, parce que quand on entend par exemple Mme Labarui parler, et quand on lit la plupart des journaux, et quand on écoute les débats à l'ONU, à l'Union africaine, c'est que les grandes puissances font ce qu'elles veulent. Elles ont un plan, elles implémentent leur plan, et dans l'implémentation de ce plan-là, le peuple n'est que du menu fretin. En fait, il n'a ni son avis à donner, ni des remarques à faire, ni une contribution au-delà de ce qu'elle appelait, par exemple, la chair à canon. C'est tout, sans plus. Et pourtant, les vrais leaders que je vous ai cités lors de ma première prise de parole, quelle était leur grande force? C'était la connexion avec le peuple. Donc, vous avez des sortes de bobos là, des fils d'eux, des gens qui ont eu la chance de faire des études et qui se sont occidentalisés et qui se sont embourgeoisés par le fait qu'en Afrique, les gens pensent que le fait d'être allé à l'école fait de vous un type extraordinaire. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un d'extraordinaire. Ça fait juste de vous un type qui est plus conscient que les autres et qui a plus de responsabilités que les autres, puisque vous êtes censé comprendre les enjeux et de pouvoir jouer le jeu. Alors, mais les gens sont là, ils ont l'impression que le peuple leur doit quelque chose. En fait, la plupart des dirigeants africains et des gens qui sont dans ce qu'ils appellent l'opposition en Afrique, alors en réalité, ils ne s'opposent à rien du tout, c'est des gars du système pour la plupart. Ces gens-là croient que le peuple leur doit quelque chose. Mais c'est eux qui doivent quelque chose au peuple. C'est le peuple qui les a éduqués. C'est les efforts du peuple qui ont fait de ce qu'ils sont devenus. Quand vous avez pu trouver une place dans la société, vous devez remercier cette société. C'est grâce à elle que vous avez cette place. Et donc, ces gens-là se sont déconnectés du peuple. Et l'impression qu'on a, c'est qu'il n'y a aucune initiative historique populaire aujourd'hui. L'impression qu'on a, c'est que les grandes puissances ont décidé d'eux. Voici leur plan. Ils ont fait telle chose. Elles ont décidé qu'elles vont faire comme ceci. Et donc, vous, les supposés dirigeants et leaders politiques, votre tâche, c'est en général de suivre, parce que c'est les grandes puissances, parce que, enfin, vous devez suivre le courant. Personne ne se demande, mais le peuple, comment je fais pour me connecter au peuple? Vous êtes Premier ministre pendant 5 mois à peu près. Vous n'avez pas la capacité de vous connecter au peuple. Vous devez vous connecter au peuple parce que, de toute manière, si vous êtes président de la République, mais vous êtes le président des Tchadiens. Donc, vous devez vous connecter aux Tchadiens. Ça ne doit pas être une histoire où vous dites que... vous commencez à justifier d'ailleurs l'appel à la transition par le fait que non, vraiment, le taux de participation n'était pas important. Vous voyez, Bangui, c'était juste 36,22%. Au niveau national, c'était à peine 57%. Donc, vraiment, les Tchadiens ne sont pas allés voter. Mais monsieur, votre boulot, votre travail, votre rôle, vos objets, c'était de mobiliser ce peuple qui est 100% des Tchadiens qui aillent aux élections. C'est votre boulot, c'est votre responsabilité d'homme politique. Vous
n'êtes même pas capable de faire votre travail d'homme politique et vous êtes là à vouloir donner votre avis sur comment le pays doit fonctionner. Si vous n'avez déjà pas à faire le peu que vous pouvez être censé faire, quelle est la première chose qu'un homme politique doit faire? La connexion avec le peuple. Oui. Être pas forcément en accord, mais aller vers le peuple. Créer cette connexion qui va donc faire naître quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle l'initiative historique populaire. Si vous n'avez pas cette initiative historique populaire, comment vous allez faire pour conquérir le pouvoir dans des conditions démocratiques? Les gens ont tendance à dire chez nous en Afrique, surtout en Afrique centrale, non, mais vraiment, on a des pouvoirs autocratiques. Moi, je ne sais même pas s'il y a un seul pouvoir ici. Vous avez des gens qui sont des relais de la colonisation, des sortes de pions à l'intérieur du système de la France-Afrique, et vous les appelez des gens qui ont le pouvoir. Bon, ils sont quand même là. Et ces gens-là, vous dites que c'est eux qui maîtrisent les élections, c'est eux qui font ceci. Mais messieurs, vous avez fait quoi pour que le peuple qui est là vote pour vous? Moi, je suis Camerounais. Je sais que la dernière fois où les gens... Il y a eu 2 fois dans l'histoire, après la Deuxième Guerre mondiale, où le peuple a été en connexion profonde, sérieuse avec les leaders. Le système a vacillé. En 1955, on a dû interdire la participation de l'UPC aux élections. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire qu'un parti politique dit « OK ». Un parti révolutionnaire. Il dit oui, je vais aux élections. Et c'est ceux qui sont en face qui disent tu ne participes pas. Connexion exceptionnelle entre les leaders et le peuple. Ils savaient que l'UPC allait gagner, rafler au minimum 3/4 des sièges. Sauf que si l'UPC avait raflé 3/4 des sièges, on n'aurait pas le Cameroun qu'on a aujourd'hui. Deuxième moment, c'était en 92. On ne sait pas très bien est-ce que le SDF avait gagné les élections, on ne les avait pas gagnées. Un jour, ceux qui sont là aux affaires nous le diront. Mais on sait qu'il y a eu un vacillement. Les gens ont eu peur. On a eu des rumeurs même qu'ils auraient gagné. Ce qu'on note, moi j'étais encore beaucoup trop jeune, mais je me souviens que, et même quand je relis les textes, les vieux journaux de l'époque, les tomes de rapports de l'ONU, des ambassades de l'époque, on vous dit que le niveau de connexion entre le leader du SDF de l'époque, John Frundi, et le peuple était exceptionnel. Que personne au Cameroun, en dehors du temps de l'UPC, personne n'a jamais pu mobiliser autant. C'est ça qu'il faut aller chercher. Pas venir dire que vous n'allez pas aux élections. Et le piège dans lequel le SDF tombe, avec justement des espèces de types incroyables qui bavardaient au Cameroun aujourd'hui, qui sont allés lui conseiller à Frundi de ne pas aller aux élections législatives à l'époque. Alors que si le SDF était allé aux élections législatives à l'époque, mais le SDF aurait fait un raz de marée, mais on a réussi à convaincre Frundi de ne pas y aller. Le Cameroun serait différent. Et ces mêmes gens, lors des dernières élections législatives, ont refusé d'y aller. Il faut voir les constantes. Et c'est pour ça que quand je vois un jeune homme qui a une chance extraordinaire, mais imaginez si les transformateurs étaient allés aux élections après tout ce qu'ils ont subi et qu'ils avaient mis en avant les arguments sur les massacres qui ont eu au Tchad il y a quelque temps, sur le régime dynastique, et avec des propositions concrètes. J'en ai donné une tout à l'heure. On va faire la réforme foncière, on va s'assurer que les terres reviennent à tout le monde. Si vous dites ça aux Tchadiens, et qu'ils comprennent que les usines, toutes les usines, les quelques usines, mais toutes les entreprises qui sont au Tchad, qui sont implantées, et qu'ils vont avoir 20% du capital de toutes ces entreprises. Si vous dites ça aux Tchadiens, ils ne vont pas voter pour vous? Et que vous allez les sortir tout de suite de la misère, ils ne vont pas voter pour vous? Donc, il faut que les gens arrêtent de nous fatiguer en Afrique. Donc, vous avez des gens qui sont là, ils ne se préoccupent réellement pas de l'Afrique. La seule chose qui les intéresse, c'est ce que eux, leur équation personnelle, il va devenir Premier ministre, il va devenir président de la République, c'est tout ce qui l'intéresse. Il vous a dit un jour comment il va faire que les Tchadiens sortent de la misère? Pas du tout. Tout le débat tourne autour de les débits. Oh, les débits sont au pouvoir, les débits bouffent tout l'argent, les débits font... Arrêtez ces fixations sur les individus. Laissez les débats superficiels. Je dis encore aux gens, prenez tout ce que Mao Tse-tung a dit, il n'a jamais parlé de Chiang Kai-shek en termes de Chiang Kai-shek a les moyens, Chiang Kai-shek bouffe le budget de la Chine. Jamais. Jamais Mao Tse-tung n'a tenu ce genre de propos. Prenez les révolutionnaires américains, puisqu'on va me dire que non, là-bas, tu parles des communistes et machin. Allons dans le monde où ils ont fait leurs études. Les révolutionnaires américains, vous les avez entendus un jour dire que les lords anglais, là, la famille royale anglaise, ils bouffent l'argent. Non, pas du tout.
Ils ont simplement dit qu'il est inacceptable qu'eux ils travaillent et puis les Anglais soient ceux qui continuent à piller leur production et à profiter de leur production, c'est tout. Et ils ont fait la révolution, ils ont créé leur pays. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour les Lula da Silva dire un jour, Lula da Silva, président du Brésil, là, qui a brisé 134 ans de gestion du Brésil par les conservateurs et la droite. Est-ce que vous avez entendu Lula da Silva parler des individus un jour? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez entendu Lula da Silva dire que oui, vraiment, ces gens-là n'allons pas aux élections? S'ils n'étaient pas allés aux élections, ils seraient devenus président du Brésil. Le Brésil serait devenu membre des BRICS. Le Brésil profiterait de tout ce dont il profite aujourd'hui dans les BRICS. Enfin, vraiment, les gens qui ne sont pas... vraiment que les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas le niveau. OK? Ils sont peut-être poussés par un certain nombre de forces vers un certain nombre de choses. Ils n'ont pas le niveau. Et à partir de là, qu'ils laissent ceux qui ont le niveau gérer les problèmes de l'Afrique. Ou alors, que quand bien même ils seraient, s'ils veulent, s'ils ont l'impression que ceux qui sont là ne sont que les faire-valoir de la France-Afrique, puisque c'est ça l'accusation qu'ils mettent parfois en avant, sur lesquels les débits seraient les serviteurs de la France, etc. Si vous dites que quelqu'un est serviteur de la France, vous évitez d'être vous serviteur de qui que ce soit. Et à ce moment-là, vous expliquez clairement au peuple que vous n'êtes serviteur de personne et que vous êtes simplement serviteur du peuple. Et vous dites au peuple comment est-ce que vous allez le servir et comment vous allez le rendre plus grand. Et à partir de là, mais vous mobilisez le peuple, vous vous connectez à le peuple et vous gagnez la confiance du peuple pour qu'il vous place et vous place là où vous voulez arriver. Donc en conclusion, madame, ce que je peux dire en 2 mots simples, c'est que aujourd'hui, il faut que les Africains commencent à juger les prétendus, parce qu'ils ne le sont pas, les prétendus leaders politiques de l'Afrique là, qui disent qu'ils veulent le pouvoir mais ne veulent pas aller aux élections. Ils veulent le pouvoir mais ne descendent jamais dans les quartiers pauvres. Parce qu'il faut demander à la plupart de ces gars-là, est-ce qu'ils connaissent même les quartiers pauvres de leur pays? Est-ce qu'ils connaissent les villages vraiment pauvres de leur pays? Non, pas du tout. Ils aiment les plateaux télé, ils aiment dire qu'ils sont dans les ministères, ils aiment dire qu'ils sont reçus dans les chancelleries étrangères, ils aiment raconter qu'ils ont pris les avions, ils ne sont jamais là. Demandez à celui-là qui a dit qui boycotte les élections au Tchad, demandez-lui dans combien de villages tchadiens il est déjà allé. Combien? Okay. Merci, docteur Yam Timba, pour cette dernière prise de parole sur ce thème. On va tout de suite au standard pour quelques minutes et on a un appel depuis la Côte d'Ivoire. Allô, bonjour et bienvenue. Ok. Bonjour, madame. Bonjour, madame Begoudé. Bonjour, docteur Yam Timba. Bonjour, madame Davaoui. Bonjour, technicien. Merci, le standard. Docteur Yam Timba, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as développé. Je suis d'accord avec tout ce que tu as développé. Quand on a tué le père Déby, ce monsieur Sucer là, il était où? Pourquoi il n'est pas sorti pour faire les marches contre l'assassinat d'Idriss Déby par ses parrains d'aujourd'hui là? C'est eux qui ont tué Idriss Déby. Pourquoi à ce moment-là, il n'est pas sorti pour marcher, pour se connecter à la population? Pourquoi il n'est pas sorti? Lors des élections, son programme, la Sucer Masserat, son programme a été écrit par les Américains. Même son discours des meetings, là, c'est les Américains qui lui donnaient. Et il allait aux élections. Mais la seconde élection, c'est les députations. S'il refuse d'aller, et Idriss Déby est élu il y a quelques mois, à peu près 1 an, et c'est maintenant il va sortir pour dire que non, il appelle à une autre transition, donc il appelle à un autre coup d'État. Il appelle à l'assassinat du peuple tchadien, encore à nouveau. C'est pas possible. C'est pas un leader politique, ça. C'est pas un président des partis politiques. On ne peut pas lui faire confiance pour lui confier un pays. C'est pas possible. Monsieur Sucer Masserat, vous avez perdu vraiment la dignité africaine. Parce que pour un Africain, quand tu perds quelque chose, tu vas pour réfléchir comment tu vas venir à nouveau. Donc, vraiment, ce monsieur n'a pas sa place quand vraiment sur la ligne politique tchadienne encore. Parce qu'on a vu qu'il travaille pour les Occidentaux. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit
le fils Déby, il a eu le courage de chasser l'armée française. Ça aussi, c'est un politique de se connecter à la population. Si les Tchadiens ne vont pas à l'école, comme tel que Mme Lavaoui le dit, et à 14 ans ou bien 15 ans, ils vont pour faire le djihadisme, c'est parce que la France les empêche d'aller à l'école. Aujourd'hui, on a chassé les Français. C'est une manière de se connecter à la population. Quand le fils Déby se battait jusqu'au Mali, il s'est connecté à la population africaine. En tout cas, moi, je préfère le fils Déby que Sucé Massara. Je préfère le fils Déby. Donc, dans je te confie quelque chose. Ce que tu as dit, je viens compléter. Tu sais, le président Laurent Gbagbo s'est connecté à la population comme là. En 80, déjà, il était dans les villages. Il sillonnait dans les villages. Jusqu'en 90, le président Laurent Gbagbo est le seul politicien ici en Côte d'Ivoire qui connaît tous les villages de la Côte d'Ivoire. Gbagbo a gagné les élections face à un militaire. Pourquoi lui, Cissé Massara, il n'a pas pu gagner les élections en face de le militaire là? Parce que le militaire, supposons qu'ils ont réprimé la population, mais toi, tu n'es pas militaire, tu es un civil. Si tu avais de la bonne, tu faisais une politique meilleure, tu vas développer le cadre, la population allait te voter. La population allait te voter. Mais tu n'as pas de politique d'orientation. Ah, la population a choisi le fils Déby. Quelques mois plus tard, tu sors aujourd'hui pour dire que non, tu appelles à une nouvelle transition. C'est parce que tu n'es pas en prison que tu dis ça. C'est parce que tu n'es pas en prison que tu dis ça. Merci, donc, madame, vraiment, docteur Nyamtiba, merci. Merci pour tout ce que tu as développé. C'est comme ça, un politique. Il faut écrire. Il faut écrire votre mémoire politique pour nous enseigner. Merci beaucoup. For You Media, M. Kofi, depuis la Côte d'Ivoire. Merci à vous, Monsieur Kofi. On reste toujours au standard et on reçoit quelqu'un d'autre tout de suite. Allô, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je viens juste de les propos pour tous ceux qui ont parlé du Tchad. Ils ne connaissent pas exactement le fond du problème du Tchad. Ils ne peuvent pas condamner Massara. Je ne suis pas un partisan de Massara. On a vraiment du mal à être connecté avec vous. On vous entend très mal. Rappelez et éloignez-vous de votre poste récepteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre au téléphone pour participer ce matin? Les codes d'accès sont affichés. Nous avons quelques minutes seulement à accorder au standard. On y reste apparemment. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bon docteur. Bonjour, madame Lavaoui. Alors, ce matin, je dis merci beaucoup au docteur. Merci pour tout ce que tu as dit. Tu sais, il y a des gens, quand ils viennent venir au pouvoir, ils ne connaissent même pas les villages de leur pays et puis ils viennent. Ils viennent venir au pouvoir. Ils ne connaissent même pas comment la population souffre et puis ils viennent au pouvoir. Ils viennent venir au pouvoir parce qu'ils viennent rester dans le lit. Il va aller en Europe, il va aller voir Macron, il va manger, ouais, le président. C'est ça. Mais je viens dire le président Déby, je veux lui dire, il n'a qu'à faire comme Déby. Il n'a qu'à chasser le gars là, il n'a qu'à le chasser du pays. Kamto là, c'est Kamto, comment il s'appelle là? Ce gars là, il n'a qu'à le chasser du pays. Il n'a qu'à le chasser du pays. Matka, il n'a qu'à le chasser du pays. Il n'a qu'à faire comme Bédier. Sinon, s'il est là, il va le mettre les bâtons dans les roues. Chasser. Vous voyez, quelqu'un, il veut venir au pouvoir et puis il n'a même pas un plan B. Il n'a pas un plan B. Il n'a pas un plan B. Ça dit, c'est pas un politicien, c'est pas un opposant, c'est un opposant étranger. Ça dit, c'est la puissance étrangère qui le soutient et puis il vient faire ce qu'il veut. Il n'a même pas pitié de son pays. Il veut venir au pouvoir, il a une fois fait quoi dans son pays? C'est ça, il faut regarder. Il a une fois mis une école dans son pays. Même dans son village, il n'a pas d'école là-bas. Vraiment, tu as dit, est-ce que dans son village, il a construit l'école? Non. Il veut...
En tout cas, moi, ce que je veux dire au président tchadien, qu'il chasse ce monsieur-là dans son pays. S'il est à l'écoute des fonds médias ce matin, qu'il le chasse dès maintenant, comme Dieu avait fait. Qu'il le chasse. Je m'arrête là et je profite de vous dire merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2024. C'est la journée fin année de 2024. Donc, je vous dis beaucoup. Bonne heureuse année, la santé, prospérité. Que Dieu vous bénisse, votre famille, votre entourage et le travail que Dieu fait pour vous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup. Et je pense que si on ne s'est pas rattrapé le soir, bonne heureuse année à vous. Bonne heureuse année pour la santé, surtout la santé. Madame Lababou, bonne heureuse année à vous là-bas aussi. Docteur, bonne heureuse année. Madame Doubé, bonne heureuse année à vous. Que Dieu vous bénisse, qui vous donne la force et la santé. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous également pour vos vœux et nos vœux les meilleurs également. Allô, bonjour, vous êtes en direct sur For You Télévision. Bienvenue. Bonjour, Madame Begoudet, je salue très respectueusement Dr Yam Timba, Madame Linda Labawi, bonjour, bienvenue à vous. Alors, ce que Sucé Masra est en train de faire au Tchad, c'est ça ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. C'est un comportement. Voilà. Qui est Sucé Masra? Sucé Masra, mais c'est celui qui a combattu un régime politique et qui a occasionné la mort de beaucoup de Tchadiens. Sucé Masra, c'est encore celui-là qui s'est fait proposer par la France et qui a accepté d'être encore Premier ministre dans ce même régime qu'il a combattu. Sucé Masra, c'est celui qui a usé de ruse lorsqu'il fut Premier ministre pour vouloir être président de la République. Pour faire tout ça, on a fait les élections et aujourd'hui, le président Mahama Déby est élu président. Et donc, ce qui a cours au Tchad aujourd'hui, ce n'est pas une transition. Nous sommes passés de l'étape de transition et aujourd'hui, nous sommes dans une république normale. Alors, quand ils demandent une nouvelle transition, on dit, ils demandent ça pourquoi? C'est-à-dire qu'on va laisser, on va boycotter les élections maintenant et la transition va s'opérer comment? Il a fallu juste que le président Mahama Déby demande à la France de partir avec ses soldats pour que Sucé Masra vienne dire qu'il faut qu'on aille à une autre transition. Vous voyez ce qui se passe toutes les fois que nos pays cherchent, n'est-ce pas, à prendre leur destin en main, on trouve toujours des pions parmi nous pour foutre la merde dans nos républiques. Et ça, on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer ça. Il n'y a pas de transition qui vaille. On n'ira pas en transition. Et là, le président Mahama Déby doit prendre ses responsabilités. C'est lui qui est élu, c'est lui le président de la République. S'il y a des gens qui vont organiser des troubles à l'ordre public, il faut les coffrer. Voilà, il faut les coffrer. Tu sais, maintenant, on ne peut pas lui laisser la main libre de faire ce qu'il veut faire là. Pourquoi nous n'avons pas le droit d'être libres? Pourquoi nous n'avons pas le droit d'être responsables de nos ressources, d'être maîtres, nos propres maîtres? Et donc, on ne peut pas accepter ce que dit le Sucé Masra. Il n'a qu'à se faire tout simplement. Et là, je demande au président Mahama Déby de prendre ses responsabilités. Il faut chasser toutes les bases, ce n'est pas seulement françaises, américaines, et tout ce qui viennent créer dans nos républiques, il faut les renvoyer. Et nous pouvons assurer nous-mêmes notre propre sécurité. Le peuple là suffit pour assurer notre sécurité. Voilà, merci et très bonne émission à vous. Merci également à vous. Merci d'être passé par ici. On reste au standard pour un instant encore. On nous annonce Zerfel au téléphone. Allô, bonjour. Ok, bonjour madame. Et puis je salue le docteur, je salue la bonne dame de l'autre côté, Linda. Et je salue tous les techniciens de For You, tous ceux qui sont là. Sans oublier la diva qui est présentement en déplacement. Alors moi, quand je vois la situation qui se passe aujourd'hui au Tchad, c'est la même chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Quand le président Gbagbo a été élu, comment dirais-je,
devant comment dire, le militaire gay. Et à Draman, il chantait toujours que le président Gbagbo n'était pas, comment dirais-je, élu correctement, qu'il voulait, comment dire, une transition, jusqu'à ce qu'on arrive aux élections, et jusqu'à ce qu'ils prennent les armes pour attaquer le pays. Donc moi, ce que le monsieur doit faire aujourd'hui, bon, et comment dire, le plus souvent, on dit qu'on met les choses, comment dirais-je, les opposants en prison, mais ce sont eux-mêmes qui créent leur prison. Le gars, il a été élu devant toi. Vous êtes parti aux élections. Le gars, il a été élu. Et maintenant, il commence à mettre de l'ordre dans votre pays et tu te lèves. Mais si tu as reçu l'argent des Occidentaux, quand même, il faut être patient. Quand les élections vont venir plus tard encore, tu peux te présenter. Que de mettre, comment dire, ce que le monsieur est en train de faire présentement, c'est pas humain. Parce que les Africains, ils ne veulent pas le développement. Le fait que, comment dirais-je, un Occident arrive et leur donne un peu de choses, de billets de CFA, c'est pour mettre tout le monde dans une marmite et nous préparer. Alors c'est pourquoi moi je demande à ce monsieur, excusez-moi, parce qu'il m'a appelé à la gorge, de se ressaisir. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour mettre l'Afrique en retard. Ça, c'est vraiment mettre l'Afrique en retard. Parce qu'aujourd'hui, ce que ceux qui ont pris le courage aujourd'hui pour dire trop c'est trop devant ces Occidentaux et ces Européens, il faut qu'on les encourage. Si lui, aujourd'hui, s'il n'a pas le courage de faire cela, qu'il se mette un peu à l'écart. Parce que quand nous allons parler, ouais, mettez-le en prison ou faites quelque chose, ils vont dire, vas-y, les Africains, ils n'ont pas la démocratie. Or que c'est des gens qui provoquent la démocratie. Parce que le fait qu'on veut sortir sous leur robe ou sous leur table, ça les gêne et ils provoquent toujours de certains problèmes qui n'ont rien à voir. Et certains Africains, se disant politiciens, ils n'ont pas compris encore cela. À quel moment, si toi aujourd'hui tu viens au pouvoir, quel est ton plan? Quelle est ta vision d'abord pour tes citoyens tchadiens? C'est vraiment la médiocrité que vraiment nous les Africains, je ne sais pas pourquoi on veut écouter toujours l'extérieur avant de faire quelque chose. On ne peut pas compter sur nous-mêmes, on ne peut pas réfléchir nous-mêmes. C'est un petit blanc qui va venir dire cela et puis on va commencer à s'agiter. Non, il faut que ça s'arrête. Parce qu'on a trop perdu de temps avec certains politiciens qui ne savent pas pourquoi ils sont venus à la politique. Si c'est pour venir à la politique et puis faire souffrir ta population, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Parce que le monde d'aujourd'hui, là, on n'a pas le temps de perdre une seconde. Parce que tu perds une seconde, tu seras toujours en retard. Le retard que l'Afrique a cumulé, là, c'est trop. Aujourd'hui, on veut quitter dedans. Alors, moi, je pense qu'il est temps que ces opposants, ce n'est pas seulement au Tchad, c'est dans tous les pays africains. C'est dans tous les pays africains. Il faut que ça s'arrête maintenant. Alors, je vous souhaite d'abord une bonne, heureuse année à tous les choses comme l'équipe de For You et à tous vos invités qui passent le plus de temps sur les plateaux pour nous conscientiser et tous ces jeunes qui travaillent avec vraiment l'intelligence que Dieu les a donnée, alors que Dieu les bénisse. Que l'année 2025 soit une année de prospérité et du développement de l'Afrique pour qu'on s'en sorte, nous tous, pour que nous puissions se comparer aux autres qui se disent supérieurs à nous autres. Or que nous sommes sur le même pédale, plateau. Alors c'est pourquoi je dis bonne et heureuse année à l'équipe de For You et à l'année prochaine. Merci. Merci à vous, Zerfel, d'être passé ici et merci pour vos souhaits. Réalisation, est-ce qu'on reste au téléphone ou alors c'est un retour sur le plateau? Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Je ne voulais pas intervenir, mais je suis obligé d'intervenir parce que je vous appelle depuis le chat.
Okay. C'est l'intervention de votre invité et de certains des invités qui m'ont vraiment frustré, qui m'ont énervé. Parce que nous, nous sommes sur l'initiative, c'est pas ce genre d'invité sur le plateau qui nous trouve dans le pays. Vous savez, moi, je parle de ce que l'invité. Parce que quand je regarde éviter la petite histoire, il y a eu en tant que jeune, nous comptons à tout ça quand on va pas vraiment avec nous. Je suis navrée. J'aurais bien voulu entendre ce que vous aviez à dire. Nous aurions bien voulu entendre ce que vous aviez à dire, mais malheureusement, la liaison n'est pas très bonne. On ne vous saisit pas. Si vous pouvez revenir, faites-le. On pourra vous écouter et entendre ce qui a provoqué votre courroux. Au téléphone, allô, bonjour et bienvenue. D'accord. Bonjour, Madame Manina. Je salue tous les panels. Je salue vraiment toute l'équipe de Foyer Média. Tout d'abord, je voulais vous dire bonne fête à fin d'année. Et Monsieur Yamtimba, soyez salués. Je salue vraiment, je ne sais pas comment dire, c'est toujours cette attention. Et je voulais vraiment revenir à l'essentiel de l'activité de ce matin. Je voulais dire, concernant aujourd'hui le Tchad, vraiment un problème qui est crucial. Et c'est vraiment un problème qui a été développé par Yam Tima. Je voulais dire, aujourd'hui, le type aujourd'hui que nous appelons Succès Massra, c'est un homme qui est là pour troubler la cadence. Il est là pour troubler ce que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Et Succès Massra a été Premier ministre avec l'avènement de certains événements qui ont été choqués. Mais le président Déby Kaka a accepté cela pour qu'il soit Premier ministre. En dehors de ça, les élections présidentielles, il a mené encore des actions nuisibles. Mais aujourd'hui, avec les élections législatives, aujourd'hui, Massra est en train de causer encore des dommages dans le pays. Ce que je demande est que Succès Massra soit poursuivi par la justice tchadienne. Parce qu'il y a vraiment des choses que, aujourd'hui, ce gars a commis. Donc, avec la justice, je suis sûr que lorsqu'on va le mettre d'un côté, au moins, ça serait vraiment un avancée pour nous, pour le combat panafricain. C'est ce que je demande à Kaka Déby, et qu'il fasse un effort de réunir la population derrière. Lorsqu'il aura la population derrière lui, je vous assure qu'il sera très compliqué. En Afrique aujourd'hui, vous allez voir que le problème de l'opposition, c'est vraiment c'est un problème très dangereux. Aujourd'hui, l'opposition a été financée par les mêmes personnes, les Occidentaux. Le parti au pouvoir, financé par qui? Par les mêmes Occidentaux. Donc vraiment, c'est vraiment un problème pour l'Afrique. Et cela ne cessera jamais. Donc, ce que nous allons demander, que les chefs d'État prennent vraiment conscience à venir vraiment sur l'actualité et de revenir vraiment à financer les élections par nous-mêmes. Parce que lorsque nous allons financer nos propres élections, il serait vraiment très compliqué que ces jeunes personnes puissent financer maintenant ce que nous appelons les opposants. Vous voyez. Donc c'est ce que moi je voulais dire, quand vraiment on puisse vraiment faire l'essentiel des choses. Et donc moi je n'ai pas trop de choses à dire, mais vraiment, Succès Massra, c'est quelqu'un qui est là pour casser la cadence. Donc faisons vraiment attention à ce gars-là. C'est un homme très nuisible. Donc c'est ma petite contribution pour ce matin. Merci beaucoup. Passez une agréable journée. Agréable journée à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci d'être passés par ici. Réalisation, va-t-on faire un retour sur le plateau ou prendre un tout dernier appel ce matin? Allô, bonjour. Bonjour. Ouais, je reviens pour vous dire
pas ce genre de débats, ce genre de propos. Parce que moi, je vis la réalité dans ce pays. Je ne voulais pas intervenir, mais c'est par rapport à l'intervention de votre invité, de certains de vos auditeurs, qui m'a vraiment énervé. Donc, il faut qu'ils voient la réalité. Vous avez vu le résultat de l'élection en Italie. Vous avez vu, la population, nous ne pas, nous ne réfléchissons pas. C'est un président aussi imposé. On sait que vous le savez très bien comment arriver au pouvoir. Ah? Donc, vraiment, essayez de voir la réalité du pays avant de venir débattre. Parce que quand nous, on écoute, pratiquement, je vous assure que ça nous met très mal à l'aise. Donc, c'est juste une rectification que je voulais vous faire. Il faut vivre la réalité que votre invité, tout ces 41, impose la réalité. Elle est vraiment énorme. Et lorsqu'on voit des gens débattre comme ça, soi-disant Quel est le détail qui vous a fâché, monsieur? C'est peut-être mieux de partager avec nous. On vous reçoit très mal. Quel est le détail précis qui vous a fâché? Vous ne cessez de dire qu'il faudra avoir les détails pour débattre, mais on ne sait pas de quoi il est question réellement. Quelles sont ces réalités dont vous parlez? Le problème est que c'est comme si on attaque directement la constitution. Donc, c'est ce qui nous met un peu mal à l'aise. C'est un peu mal à l'aise. Parce que nous, s'il y a l'occasion de refaire ça, moi, je pensais qu'il faut le refaire. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Donc, il faudrait voir. OK. Merci infiniment d'être passé par ici. Eh bien, on l'a compris, en tout cas, vous avez été gêné par un détail, mais malheureusement, la liaison ne nous a pas permis d'entendre de quoi il était réellement question. C'est dommage. Dans le cas où vous pouvez communiquer avec nous, sachez que ces mêmes numéros où vous appelez, vous pouvez également écrire et vos commentaires seront pris en compte, bien sûr, et vos préoccupations. Merci à tous d'avoir participé ce matin au panel, je veux dire au standard, pour partager avec nous vos préoccupations et autres appréciations. À présent, nous allons sans transition parler de toute autre chose. Ce matin, je l'annonçais déjà, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé face à la population, face aux médias. Il a donné son traditionnel discours et celui-ci a estimé qu'il fallait aujourd'hui pour Paris, peut-être pas dans le but de réparer les relations entre Paris et Alger, d'accepter en tout cas sur le plan moral d'avoir commis des exactions sur le territoire algérien, de reconnaître les près de 6 millions de morts qui ont été enregistrés durant la période coloniale en Algérie. Le partenaire français est en tout cas appelé à l'indemnisation morale. Madame Linda Labaroui, je commencerai bien sûr avec vous sur ce sujet. Les pertes humaines durant cette période, je le disais tout à l'heure, près de 6 millions enregistrés. Aujourd'hui, le président Abdelmadjid Tebboune estime qu'il faudrait une indemnisation morale, mais réitère que l'Algérie n'a pas besoin de l'argent de la France et n'a pas besoin de quémander une quelconque amitié. Dans quel prisme est-ce que vous inscrivez ces paroles du président Abdelmadjid Tebboune qui s'adresse directement à la France, notamment à son homologue Emmanuel Macron? Écoutez, le drame de l'Algérien, il est énorme. Je crois que l'Afrique ne prend pas conscience de tout ce qui s'est passé en Algérie. Il y a eu un véritable État, un État qui a duré 5 siècles. La France est arrivée, elle a assiégé cet État, mais avant la France, il y a eu les Anglais, les Hollandais, il y a eu toute une coalition contre la régence d'Alger. Et il y avait cette dette que la France nous devait concernant le blé. Donc, ils n'achetaient pas du blé chez des paysans, ils les achetaient bien à un chef d'État qui était là. Quand la colonisation a démarré, c'était sous le signe de l'Église. On avait rétabli l'Église après Napoléon.
Donc c'était une croisade. Ils ont fait comprendre ça au peuple européen, que c'était une croisade. Donc on nous a ramenés sur le continent africain à partir d'Alger, des Belges, des Hollandais, des Espagnols, des Italiens, tous les malfrats européens, beaucoup de Suisses également. On les a ramenés pour cette croisade. Et finalement, la vérité n'était pas là. C'était la colonisation et s'accaparer du trésor d'Alger. Il y a un très bon livre qui a été écrit d'ailleurs par un historien français et qui s'appelle Membas sur Alger. La ville d'Alger était plus riche que tout le continent européen. Donc ils étaient partis pour une colonisation. La France avait perdu ses colonies en Amérique, et elle a compris que la proximité c'était l'Afrique et que la régence d'Alger était très riche. Elle a commencé par là. Les enfumades, ce qu'on appelle les chambres à gaz aujourd'hui, ont commencé en Algérie. Ils ont carrément, les combattants algériens, les hommes se battaient contre les Français, l'armée française. Les femmes, les enfants, les vieillards, on les a enfermés dans des cavernes et on a allumé le feu et on a exterminé rien qu'une tribu Zaacha, c'était complet. Il n'y a pas eu de survivants. Il y a eu tous ces morts. Aujourd'hui, on a essayé, la guerre biologique, elle a commencé à Ouargla. Nous venons de fêter justement, commémorer cet événement il y a une quinzaine de jours. Ils ont tout essayé sur nous, ils nous ont tout fait. Au point où la lutte armée s'est arrêtée parce que la population algérienne était descendue à moins de 2 millions. La lutte a continué jusqu'au 1er novembre. Le 1er novembre 1954, donc une guerre atroce qui démarre. Et cette guerre-là fait que l'Algérie se libère. Le jour où les Français sont partis, il y avait des accords. Les Français sont partis avec toutes les archives algériennes. Depuis même l'époque ottomane, où la régence d'Alger n'était pas dans l'Empire ottoman, elle était sous la Khilafa, ça n'a rien à voir. C'était un État à part qui frappait sa monnaie, qui avait son économie, qui avait son armée. Donc tout a été détruit, tout a été saccagé et les Français ne se sont pas arrêtés là. Quand ils devaient quitter, ils devaient laisser les archives algériennes, qu'on puisse retrouver notre identité, qu'on puisse retrouver notre passé. Si vous voulez avancer dans le temps, il faut savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi votre histoire. Et les archives aussi. Il y avait des véritables archives à Alger, c'était toutes les familles qui étaient existantes. Monsieur De Gaulle, en partant, il nous a laissé 144 000 personnes, on ne sait pas qui c'est, mais ça a été dévoilé, même par la France, des espions qui sont là. Donc ces gens-là ne sont pas algériens, ces gens-là travaillent contre l'Algérie d'aujourd'hui. Il y a quelques familles qui ont été dévoilées parce qu'il y a eu un véritable travail depuis 1962. Et une guerre hybride éclate. L'histoire du Maroc avec le Sahara de ce qu'ils appellent le Sahara de l'Est, et puis il y a eu la guerre des sables, tout ça, c'est la France qui a commandité tout ça. L'histoire du Sahara occidental, j'avais aussi envoyé à vos collègues toutes les archives américaines concernant le territoire occupé du Sahara occidental. D'ailleurs, Macron, j'en ai parlé tout à l'heure, il y est retourné. Ça, c'est pour saboter l'Algérie. La lutte de l'Algérien n'a jamais cessé. Nous sommes toujours en guerre, c'est ce que je constate et c'est ce que beaucoup constatent. Quand il y a eu la décennie noire, il y a l'Aïda qui est encore vivant, c'est le premier émir qui a été déclaré en Algérie. Il avait comme base arrière un château de Hassan II, le roi Hassan II. Il avait une Mercedes, il avait un château et c'est à partir de là qu'il a déstabilisé l'Algérie. Sans parler du coup d'État qu'il y a eu au Soudan et que Al-Qaïda est venu s'installer là. Donc toute cette guerre continue et la France ne veut pas lâcher. Après, vous avez toutes ces agressions, toute cette propagande, la propagande qui a été menée pendant des mois contre l'Algérie, comme quoi l'Algérie abrite des terroristes. Tout ça fait partie de cette lutte que nous menons depuis très longtemps. Moi-même, je suis l'arrière-petite-fille d'un bagnard.
qui est mort en Guyane. Donc, je suis encore là avec vous à essayer d'apporter un plus pour la libération du continent africain, parce que dans la conviction des Algériens, tant que toute l'Afrique ne s'est pas libérée, l'Algérie ne se libérera pas. Aujourd'hui, que demande, d'ailleurs, depuis on va dire une réconciliation entre le président Tebboune et le président Macron, il y a des choses qui ont été mises en place. Tout ce que demande de l'Algérie, qu'on restitue nos archives, et que le président Tebboune vient de le rappeler, qu'ils viennent nettoyer les déchets nucléaires. Les déchets nucléaires ont touché l'Algérie, mais c'est arrivé jusqu'au Soudan, jusqu'au Tchad. Le Mali, tout le monde a été touché. 57 essais nucléaires, dont 17 véritables bombes. Est-ce que les Africains s'imaginent ce que c'est et les dégâts que ça fait? Il y a encore des gens qui meurent dans le Sahel suite à ces bombes. Donc il y a aussi l'histoire je dirais, une reconnaissance de ce que la France a fait dans la colonisation. Au mois de septembre, l'Union africaine a présenté un dossier aux Nations Unies pour reconnaître que la colonisation est un crime. Et bien, il y a eu le droit du veto français. Et ils l'ont utilisé. Donc, ils ne veulent pas reconnaître que ce qu'ils ont fait, c'est un crime contre l'humanité. L'Algérie est plus riche que la France. L'Algérie n'a pas de dette. L'Algérie, en 62 ans, quand on voit le bilan de ce que nous avons réussi à accomplir, moi je suis fière. Il y a entre universités et écoles supérieures, nous avons 110 établissements. Nous offrons même des bourses à quelques pays africains, les pays francophones. Nous avons aussi une médecine gratuite. Les enfants, la scolarité des enfants, elle est de 100%. Donc nous sommes sortis de la phase misère dans laquelle la France nous a laissés. Ils ont clochardisé la population algérienne, alors que la moindre fille, quand ils sont arrivés chez nous, elle avait un diadème en or, un diadème en argent. C'était dans notre culture. Donc tout ça a été saccagé, et l'Algérien ne lâchera pas l'affaire cette fois-ci, puisqu'il y a eu la révolution de 2019, tous les endocolons sont en prison aujourd'hui, et je suis fort heureuse pour ça. Nous voulons un rétablissement des relations, et pour qu'il y ait un rétablissement des relations par rapport à cette diaspora qui est en France, j'en fais partie, il y a presque 6 millions de binationaux. Pour qu'il y ait ce rétablissement, eh ben, il faut qu'on récupère tout ce qui nous a été volé, tout ce qui nous a été pillé, et en bien matériel et immatériel. Il y a eu un acharnement de la part du Maroc pour essayer de tous les vêtements traditionnel que nous portons au plat, un plat régional, le couscous. Au Mali, il y a du couscous. Au Sénégal, il y a du couscous. Ils ont essayé de le mettre à l'UNESCO comme quoi c'est à eux, mais c'est pas, encore une fois, moi j'en veux pas au peuple marocain, hein, mais le gouvernement marocain, il est géré par la France et sa base arrière. Donc il y a tout ça qui fait que ça devient très très lourd. Et puis, les 6 millions de morts, je crois que c'est énorme. Mais ça, on parle des presque 6 millions de morts, les armes à la main, sans parler de ceux qui sont morts suite aux famines. Les Français, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils brûlaient les récoltes des Algériens. Une fois qu'ils les avaient dépossédés de leurs terres et ils les avaient distribuées à d'autres nationalités européennes, eh ben, l'Algérien allait planter ailleurs, on venait lui brûler son bétail, on lui brûlait on a tout subi par la France. Il n'y a pas de mots pour expliquer tout ce que nous avons vécu. Quand je vous dis, je suis l'arrière-petite-fille d'un bagnard qui a été condamné parce qu'on lui a pris ses terres. J'ai réussi à avoir son dossier des archives françaises. Mon arrière-grand-mère, je l'ai connue, c'était son papa. Donc, les versions nous ont été racontées par nos aïeuls. Mon grand-père était un combattant, il était considéré comme Fellaga, mon propre grand-père. Mon père était dans cette révolution, j'y suis encore. Et à quand tout ça? Il faut qu'il y ait la paix en Méditerranée. Et le problème de la Méditerranée, c'est quoi? C'est que
Et le problème aussi de l'Algérien, c'est que par rapport au Cameroun, par rapport au Mali, par rapport à tous ces pays-là, nous, il y a la proximité avec le monde occidental. Donc, pour qu'ils arrivent au Sahel, il faut qu'ils passent par nous. Donc, nous, on subit tout le temps, puisqu'il y a cette proximité. Et en mer Méditerranée, il ne peut pas y avoir de force. La mer Méditerranée, c'est vrai que c'est grand, mais c'est un bassin. Donc, la France sait très bien, c'est plus l'Algérie prospère et plus l'Algérie va dans le sens de l'élévation et de l'aide aussi qu'elle apporte aux Africains, et plus la France disparaît. Mais la France a fait son économie et tout son modernisme grâce au sang algérien. C'est avec l'argent algérien, le pillage de l'Algérie, le meurtre des familles algériennes, la déportation. En Nouvelle-Calédonie, nous avons une diaspora. En Guyane, nous avons une diaspora. Même les premiers qui ont été déportés, ils ont été déportés en Corse, au Brésil, en Amérique. La France n'a pas lâché un seul malheur qu'elle n'a pas essayé sur l'Algérien. Mais ce qui était une faiblesse pour nous avant, c'est devenu une force aujourd'hui. Vous savez, en Palestine, il y a 1 200 000 d'origine algérienne qui ont été exilés à l'époque ottomane. En Syrie, nous avons 1 million d'Algériens. Donc tout ça, c'est le malheur que la France nous a apporté. Et aujourd'hui, s'ils veulent une relation d'égal à égal, s'ils veulent reconnaître que la colonisation est un crime, et quand on parle de la colonisation qui est un crime, c'est tout le continent africain qui est concerné. Et là, on pourra parler de l'esclavage et de tout le reste. C'est le véritable combat de l'Algérien. Et puis, il y a aussi cette aide que nous essayons aussi d'apporter à l'Afrique, parce que nous connaissons le colon français mieux que tout le reste de l'Afrique. Et ça, encore une fois, par la proximité et par cette colonisation qui a duré 132 ans et qui était une colonisation de peuplement qui était complètement différente par rapport au reste de l'Afrique. Merci Madame Labaroui pour cette prise de parole sur un sujet, je sais, ô combien important pour vous. Docteur Yamtimba, on va conclure également sur cette question avec vous. Après la période qui a duré des années 1880 à 1960, l'Algérie continue de porter les blessures, comme tous les pays africains qui ont subi la même chose, des affres de la colonisation. Le président Abdelmadjid Tebboune a donc profité de son adresse à la nation pour mettre au goût du jour les tensions qui existent entre Paris et Alger, c'est vrai, mais la blessure ouverte de la période coloniale, la France peut-elle réellement faire preuve d'indemnisation morale envers l'Algérie? Écoutez, madame, je vais vous répondre, mais je vais commencer par faire quand même 2 mises au point. Parce que c'est un discours que j'entends très souvent de nos compatriotes d'Afrique du Nord, de manière générale. Il ne faut pas du tout le servir à chaque fois, parce que ce sont ces petits éléments qui créent des fissures dans l'unité du peuple africain et qui constituent quelque chose. Il ne faut pas dire des choses comme la France est construite avec le sang algérien. La traite négrière, c'était quoi? Est-ce que la France a tiré la tête négrière? Est-il comparable à ce que la France a tiré de la colonisation d'Algérie? Et la colonisation dans le reste de l'Afrique, ça n'a rien apporté à la France. Je crois qu'il faut qu'on cesse la victimisation. Je comprends toute l'émotion que ça peut soulever chez Mme Larbaoui, mais qu'on cesse avec la victimisation en Afrique, qu'on travaille à l'unité authentique de l'Afrique dans l'intégrité. C'est extrêmement important, parce qu'il faut noter que la France est arrivée au Sénégal en 1830. Aussi. Donc, j'aimerais dire, et puis deux points extrêmement importants. J'ai un gros problème avec les diasporas africaines qui passent leur temps à se plaindre de la France, et particulièrement la diaspora algérienne qui vient d'être mentionnée. Vous ne pouvez pas à la fois, il faut que cette diaspora africaine soit cohérente. Vous ne pouvez pas être en train de profiter du pillage de l'Afrique par la France, puisque si vous vivez en France, vous profitez des conditions de vie qu'offre l'État français, qu'offre le pays qu'on appelle la France, et en même temps vous critiquez la France. Il faut qu'on soit cohérent.
ce que la France vous offre comme qualité de vie vient précisément du pillage de l'Afrique et par exemple des Antilles et du reste du monde. Donc si vous êtes là-bas, au fond, sans que vous ne l'acceptiez d'une certaine manière, vous participez à ce pillage-là, puisque vous profitez des fruits de ce pillage-là. Donc il faut que la diaspora algérienne soit cohérente, tout comme la diaspora africaine, parce que je ne cesse de leur dire, vivre en France, vivre en Occident, c'est que vous profitez du pillage de l'Afrique par ces peuples-là. Alors, je comprends très mal vos critiques que vous adressez à ces peuples-là. La deuxième chose la plus importante, il ne faut pas que Mme Larbaoui donne l'impression que les Africains ne connaissent pas. Je ne sais même pas qui elle appelle les Africains. Et ça, c'est aussi des traits qui viennent de nos compatriotes d'Afrique du Nord qui sont extrêmement délicats. Ils nous appellent les Africains. Eux, ils sont quoi? Et elle vient le dire tranquillement, elle ne s'en rend même pas compte. Tous les Marocains, Tunisiens, Algériens, les Égyptiens, quand vous les entendez parler, sont en train de dire les Africains. Vous êtes quoi? Vous n'êtes pas Africains? Dans ce cas, ne parlez plus de l'Afrique. Les Africains ne savent même pas quels Africains. Vous n'êtes pas Africains? Donc, il ne faut pas dire ça. Et il ne faut pas croire que nous ne connaissons pas l'histoire de l'Algérie ou de l'Afrique. Je ne suis pas sûr que la réciproque soit vraie, mais nous connaissons bien leur histoire. Et je vais lui faire une brève histoire de l'Afrique. Je vais rappeler des faits qui sont extrêmement importants et qui permettent de mieux comprendre le discours du président Tebboune. Il faut savoir que entre 1793 et 1798, il y a 2 marchands qui vendent du blé à des négociants français. Le problème, c'est que les Français ne veulent pas rembourser. Ils ne veulent pas payer, je vais dire. Les Français ne veulent pas payer et jusqu'en 1830, les Français n'ont toujours pas payé leurs dettes, qui date de 1798. Et le problème avec cette affaire, c'est que le dey d'Alger à l'époque est tellement énervé qu'un jour, il gifle le consul de France avec son éventail. Et ils ont tous les éventails dans leur culture arabe. Il le gifle avec ça. Et les Français qui ne voulaient pas payer, mais qui étaient en grosse difficulté parce qu'en 1830, ils sont en guerre. Il faut aussi le rappeler, ils sont dans une période de guerre, ils viennent de sortir des guerres napoléoniennes, c'est extrêmement compliqué, la situation est difficile. Après, ils vont connaître d'ailleurs une petite révolution chez eux. Bref, ils sont en guerre, ils ont beaucoup de problèmes. Ils en profitent donc pour s'attaquer à l'Algérie, où ils vont aller saisir des biens d'une valeur de plus de 56 millions de francs or à l'époque. Ces 56 millions de francs or vont aider sérieusement la France dans ses conquêtes coloniales, mais également pour alimenter son économie. Et d'ailleurs, là, ce sera une bonne chose parce que les Français, ils vont ne plus payer. Parce qu'ils n'ont plus besoin de payer, l'Algérie est devenue une colonie. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une contradiction entre le discours du président Tebboune à l'intérieur même de son propre discours. D'un côté, il dit nous voulons une indemnisation morale. De l'autre, il dit venez nettoyer la pollution nucléaire que vous avez laissée. On ne peut pas nettoyer la pollution nucléaire avec la morale ou avec de simples mots. On va nettoyer ça avec de l'argent. Nous n'avons pas besoin. Il ne faut pas avoir une pudeur mal placée. Vous avez besoin qu'ils viennent financer ça. Dites-leur de venir avec leur argent. Ne dites pas que vous ne voulez pas de leur argent, mais vous leur demandez de venir nettoyer la pollution nucléaire. Ils vont la nettoyer avec quoi? Donc, il y a une contradiction parce qu'en 1994, il y a eu un dossier déposé, monté par les Algériens et déposé, où il était demandé que pour chaque citoyen algérien, on puisse soit indemnisé à hauteur de 394 000 francs français à l'époque. Ça représenterait aujourd'hui 1700 milliards de dollars. Ce qui fait quand même la moitié du PIB de la France, enfin un peu plus de la moitié, pratiquement 55% du PIB de la France. La France va trouver cet argent où? Donc, nous connaissons très bien l'histoire. Ben Bella, il sait qu'il a profité, par exemple, de contingents maliens, de contingents camerounais qui ont participé à la libération de l'Algérie. Donc, il ne faut pas imaginer que l'Algérie est quelque chose d'extraordinaire en Afrique. Et chaque fois que nous parlons de l'Algérie, respectons l'histoire parce que les problèmes qu'il y a avec l'Algérie, avec le Maroc, ne sont pas des problèmes de tous les jours. Et il n'est pas bien qu'on rappelle tout le temps ces problèmes-là comme si c'est des lignes infranchissables, des hyperboles dans la construction de l'Afrique. Ce n'est pas des hyperboles. Tous les Algériens et tous les Marocains devraient en parler dans le sens d'apaiser le conflit qu'il y a entre eux, qui est certes quelque chose de considérable dans le cadre de l'Afrique, mais ne devrait pas en faire une hyperbole dans le cadre de nos relations. C'est pas comme ça. Je crois que cette approche n'est pas la bonne. Il faut s'assurer de s'entendre avec le Maroc. Il faut ramener le Maroc
qui a ses accords très particuliers avec la France et l'Occident, mais il faut voir comment ramener le Maroc à l'intérieur de l'Afrique. Maintenant, l'Algérie, elle, doit cesser de donner l'impression qu'elle a une position particulière en Afrique. Ce n'est qu'un pays comme un autre. Et les Algériens ont tendance à oublier que quand ils disent les Africains, chaque fois, le fait de le dire en appelant comme ça les autres, qui ne sont pas forcément de la même complexion qu'eux, ou ça rappelle aux Africains que cette zone était habitée par les Africains et que c'est les Arabes qui sont venus l'annexer par des guerres. Et que cette zone-là, elle reste africaine et qu'eux-mêmes, les Algériens, sont considérés dans l'histoire africaine comme des envahisseurs. Donc il faut, quand ils parlent avec les autres Africains, qu'ils prennent des précautions et qu'ils mettent des gants. Et à partir de là, pour que nous puissions garder l'attitude qui est la nôtre actuelle de les avoir accueillis et de considérer qu'ils font partie de la famille africaine et de considérer que nous devons travailler ensemble pour construire l'Afrique de demain. Dans ce cas-là, les griefs avec le Maroc, il faut les régler. Il faut qu'ils règlent ça. Que ce ne soit pas quelque chose qui reste là éternellement. Ils s'engueulent comme deux femmes qui se crêpent le chignon. Qu'ils arrêtent ça. Et qu'ils cherchent à chaque fois à parler avec des mots qui sont des mots d'apaisement, des mots de calme, des mots de construction d'une famille. Donc, ce que le président dit est important. Je vais jeter par là. Je voulais d'abord dire ce propos liminaire qui, pour moi, était important. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport au discours du président Tebboune, là encore, on fait face à ces histoires d'Africains, c'est-à-dire que chacun fait sa chose, et c'est ça qui fait qu'on n'est jamais solide, on n'est jamais pris au sérieux par personne. L'Algérie a été colonisée par la France, comme le Cameroun, le Congo, la RCA, et plein d'autres pays. Dernièrement, on parlait ici de ce qui s'est passé au Sénégal, là, les tirailleurs sénégalais. Mais il y avait tout le monde là. Il y avait même des soldats algériens. Il y avait tous ces gens qui venaient d'Afrique. Les Harkis, qui étaient les soldats algériens, ils se sont retrouvés partout. Au Vietnam, ils ont combattu partout. Même ici, dans des pays comme le Cameroun, ils ont combattu. Que les Africains arrêtent de se la péter et de jouer solo. Si le président Tebboune, s'il veut être un leader africain, s'il avait invité tous les autres présidents africains pour qu'on parle de la colonisation française, certes, chaque pays a été colonisé, mais l'Algérie telle qu'elle existe aujourd'hui, ça a été une création française. Il faut arrêter de croire que l'Algérie avait cette dimension. Il y avait certes un Dey d'Alger qui était sous le protectorat, je crois, de l'Empire ottoman, mais attention, ce n'était pas l'Algérie actuelle. À partir de là, les Africains doivent savoir que s'ils veulent avancer s'ils veulent ramener la France, si le président de l'Algérie tient compte du fait de la création de l'AES, par exemple, mais il n'a pas allé parler de la colonisation française tout seul, ni à prendre une position comme celle qu'il a prise tout seul, qui est d'un contradictoire. D'un côté, il veut une indemnisation morale, de l'autre, il veut que la France vienne faire le nettoyage de la pollution nucléaire. Ça veut dire qu'il veut quand même que la France fasse quelque chose. Et le dossier déposé par les Algériens avant lui, on suppose qu'il y a une continuité administrative et politique en Algérie, il va faire quoi de ça? Donc, il faut, je crois, que nous attaquions ce type de problème ensemble. Si nous les attaquons ensemble, ça a beaucoup plus de poids que d'avoir chacun qui vient, qui dit « moi je veux ceci, l'autre veut cela, l'autre... » Non. Et ça, c'est l'une des choses qu'on reproche à tous les leaders africains, parce qu'ils veulent chacun être le leader, il veut être celui qui parle le mieux, mais ils commettent tout le temps des impairs qui sont inacceptables. Pourquoi lui, il va dire qu'il veut une indemnisation morale? Est-ce que la Côte d'Ivoire veut une indemnisation morale? Le Cameroun veut une indemnisation morale? Est-ce que les pays où il y a les massacres, comme à Madagascar, ils veulent une indemnisation morale aussi? Ce n'est pas la bonne façon de faire ces choses-là. Et vous voyez que l'approche panafricaniste est différente. Elle demande que les Africains, à chaque fois, s'entendent sur un consensus et que sur la base de ce consensus-là, ils posent un certain nombre de problèmes, ça a plus d'impact. Si vous avez 20, 25 pays qui viennent dire voici ce que nous demandons à la France. C'est quand même différent que d'avoir un seul pays qui vient parler tout seul et les autres sont là à se demander mais de quoi ils parlent.
Merci, docteur Yam Timba. Merci également à Madame Labaroui. Malheureusement, le temps nous tient à la gorge. Un sujet peut-être que nous pourrons aborder dans d'autres éditions et dans d'autres émissions. Merci infiniment pour votre analyse, votre expertise et de votre temps accordé ce matin dans le cadre de cette émission For You Matin. C'était la dernière sortie de l'année, docteur Yam Timba. Je sais que vous n'êtes pas en 2024. Les années sont différentes pour vous, mais je vous souhaite quand même une très belle année 2025. Je réitère ces souhaits à Madame Labaroui aussi. Très belle année 2025 à vous et je fais pareil pour nos téléspectateurs et téléauditeurs. For You Matin, c'est terminé. Rendez-vous l'année prochaine. Restez sur notre télévision. L'information et les programmes se poursuivent. Au revoir Alger.